avons le plaisir d'accueillir Madame Elisabeth Borne, Première ministre. Madame la Première ministre, je tiens à le dire d'emblée, je crois que c'est la 3e fois que vous êtes auditionnée par une commission d'enquête sous cette mandature. Je crois aussi que c'est complètement inédit, sous la Ve République, qu'un Premier ministre en exercice soit auditionné de façon aussi régulière. C'est à la fois un signe de vitalité démocratique pour le Parlement, mais aussi, je crois qu'il faut vous en remercier de vous prêter à cet exercice, car cela représente pour vous et pour vos équipes une charge de travail non négligeable que nous ne sous-estimons pas. Madame la Première ministre, vous avez consacré une grande partie de votre vie professionnelle et puis de votre vie publique au développement des transports publics dans notre pays. Et c'est essentiellement sur la période où vous avez exercé la responsabilité de ministre chargé des Transports de 2017 à fin 2019 que nos questions vont se consacrer, sachant que nous avons fait le choix d'auditionner systématiquement l'ensemble des ministres des Transports depuis 1995 dans notre pays, avec sur cette commission d'enquête 2 angles particuliers. L'un, d'essayer de comprendre les raisons qui ont amené à la régression jusqu'à une date récente de la part modale du fret ferroviaire en France, et l'autre, de nous pencher plus spécifiquement sur les effets de la libéralisation du fret à partir de 2006, sur cette évolution de la part modale et sur la situation financière de Fret SNCF. Madame la Première ministre, sous votre autorité au ministère des Transports, il y a eu bien évidemment 2 textes très importants qui ont dessiné le paysage des transports d'aujourd'hui. D'une part, la loi portant nouveau pacte ferroviaire en 2018, et c'est essentiellement de celle-ci que nous parlerons, avec le nouveau dessin, et d'ailleurs le nouveau projet, du groupe public ferroviaire, organisé en société anonyme désormais, et non plus en EPIC, et les conséquences qu'il a pu avoir sur l'activité de Fret SNCF. Les débats aussi à ce moment sur la reprise de cette dette de Fret SNCF, dont on sait que c'est l'un des objets de l'enquête approfondie qui a été lancée par l'Union européenne le 18 janvier 2023. Et puis, cette période que vous avez connue au ministère des Transports, c'est aussi une période où le risque contentieux, qui n'avait pas le même visage qu'aujourd'hui, mais était déjà potentiellement déclaré avec les plaintes qui avaient été déposées en 2016, d'abord par un, puis par plusieurs des concurrents de Fret SNCF, contre le soutien public à cette entreprise dans un secteur concurrentiel. Et donc, l'un des objets de cette audition, c'est aussi d'échanger avec vous sur la manière dont vous évaluiez à cette époque le risque de contentieux. Et puis, évidemment, à un moment où, pendant 2 ans et demi, vous avez beaucoup mis la question des mobilités du quotidien, et mobilités voyageurs du quotidien, au premier plan de vos prises de parole et de vos actions. L'un des sujets pour nous sera également de comprendre comment vous envisagiez, à cette époque, dans les politiques publiques dont vous aviez la responsabilité, la politique d'État de soutien au fret, dont je rappelle qu'elle a abouti en 2021 au lancement de la stratégie nationale de développement du fret ferroviaire, qui a déjà produit un certain nombre d'effets sur le redressement de la part modale et le redressement de la situation des finances de Fret SNCF. Et puis, Madame la Première ministre, je me doute aussi qu'un certain nombre d'entre nous vous questionneront sur les discussions en cours, même si nous avons déjà eu avec la Commission européenne un échange très approfondi de 2h30 avec le ministre chargé des Transports, Clément Beaune. Je vous laisserai la parole, Madame la Première ministre, pour une intervention liminaire d'une 15aine de minutes, à la suite de quoi nous poursuivrons nos échanges sur la forme de questions et de réponses. Vous le savez, puisque c'est déjà la 3e fois, l'article 6 de l'ordonnance du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires prévoit que les personnalités auditionnées, quelle que soit leur qualité, doivent prêter serment de dire la vérité, toute la vérité et rien que la vérité. Je vais donc vous demander de lever la main droite et de bien vouloir dire « je le jure ». Je vous en remercie, Madame la Première ministre, et donc je vous donne la parole pour une 15aine de minutes. Merci, Monsieur le Président, Monsieur le rapporteur, Mesdames et Messieurs les députés. Comme vous l'avez rappelé, vous avez souhaité m'auditionner au titre de mes anciennes fonctions de ministre des Transports de mai 2017 à juillet 2019. Je me réjouis d'ailleurs de voir que vous avez reçu un grand nombre de mes prédécesseurs et successeurs, ainsi que les personnes directement en charge du dossier fret SNCF aujourd'hui. Conformément à votre convocation, c'est donc bien en cette qualité d'ancienne ministre des Transports que je suis présente aujourd'hui et que je répondrai à vos interrogations. D'autant plus que le ministre délégué chargé des Transports, Clément Beaune, que votre commission a d'ores et déjà auditionné,
a pu détailler avec une grande précision les décisions de mon gouvernement et leurs implications. Avant de répondre à vos questions, j'aimerais revenir quelques instants sur notre politique en matière de fret ferroviaire et sur le contexte de la création de Fret SNCF. D'abord, je voudrais rappeler que le fret ferroviaire est un atout pour notre économie et notre planification écologique. C'est un mode de transport à la fois bien moins émetteur de CO2 que le camion et qui ne s'ajoute pas au trafic routier. Pourtant, ces dernières années, le fret ferroviaire a connu un lourd déclin, passant de 52 milliards de tonnes-kilomètres en 2000 à 35 milliards en 2017 et d'une part modale de 20% à 10% en 2017 également. Les raisons de cette baisse sont nombreuses, notamment la concurrence du mode routier, plus agile et devenu plus compétitif, en particulier parce que le financement de son infrastructure, la route, ne pèse que très peu sur lui. J'ajoute que la désindustrialisation de notre pays ces dernières décennies a également eu un impact sur la baisse du trafic de fret ferroviaire. Au-delà de ces raisons extérieures, le fret a aussi perdu en intérêt du fait du sous-investissement dont a fait l'objet notre réseau. L'âge moyen du réseau est d'environ 30 ans, presque le double de celui de nos voisins, et ce constat est encore plus visible sur les petites lignes de fret ferroviaire dont la moyenne d'âge est de l'ordre de 70 ans. En 2017, le fret ferroviaire était donc dans une situation critique. Et dès cette date, le gouvernement a décidé d'agir pour que le fret ferroviaire redevienne une filière d'avenir. Je pense d'abord à 2 lois du précédent quinquennat que vous avez évoquées, qui ont contribué à la relance de cette filière, la loi d'orientation des mobilités et le nouveau pacte ferroviaire, 2 textes que j'ai portés comme ministre. Ces 2 textes ont été conçus avec une double exigence. Une exigence environnementale d'abord, car je le disais, le ferroviaire est notre meilleur atout pour décarboner les transports, et une exigence d'efficacité ensuite, car le succès d'une telle politique passe par une filière compétitive. La réforme de 2018 a permis de réaffirmer le statut public de la SNCF, tout en lui donnant une structure moderne, où les rôles de chaque entité ont été clarifiés. Nous avons également agi pour assainir les finances de la SNCF. 35 milliards de dettes ont été repris par l'État à la SNCF et des cibles de redressement ont été données à l'entreprise. Notre objectif, éviter que la situation de surendettement dont le réseau ferré national a été le premier à souffrir ne se reproduise. Grâce à cette réforme et aux efforts de l'État, les finances du groupe ont été assainies. Malgré les impacts de la crise Covid et de la guerre en Ukraine, la SNCF a dégagé en 2022 des flux de trésorerie positifs et le groupe a résorbé sa dette. J'ajoute que cette réussite est la clé des succès futurs du fret ferroviaire public. C'est ce qui lui permettra d'investir dans son réseau et dans ses activités stratégiques. S'agissant de Fret SNCF, l'entreprise a été créée au 1er janvier 2020 dans sa forme actuelle, cette activité étant auparavant une partie de l'établissement public SNCF Mobilité. Là encore, la réforme ferroviaire a porté ses fruits. En créant cette société, nous avons modernisé son fonctionnement. C'était nécessaire, notamment pour lui permettre de gagner des parts de marché, car je le rappelle, le fret ferroviaire est devenu concurrentiel en 2007, soit bien avant la réforme ferroviaire que j'ai portée. Un objectif majeur a présidé au choix fait au moment de la constitution de la société, garantir une viabilité à Fret SNCF et lui permettre de revenir à l'équilibre financier. Nous avons atteint cet objectif dès 2021. L'entreprise a dégagé une marge opérationnelle positive pour la première fois depuis 10 ans. Cette transformation est donc une réussite pour le groupe SNCF, pour sa filiale de fret et plus largement pour la bonne utilisation des deniers publics. Dans le prolongement de la loi d'orientation des mobilités, l'État s'est ensuite doté d'une stratégie nationale pour le développement du fret ferroviaire dès 2021. Là encore, nous avons poursuivi un objectif simple, mener des investissements nécessaires pour enrayer le déclin du fret ferroviaire et doubler la part modale du ferroviaire de 9 à 18%. Cet objectif a d'ailleurs été réaffirmé dans la loi Climat et Résilience en 2021.
Ainsi, nous avons déployé des moyens financiers importants pour moderniser le réseau ou aider les segments de marché en concurrence avec la route et structurellement déficitaires. Mais pas seulement, nous avons aussi pris des mesures pour donner une meilleure place au fret, qu'il ne soit plus perçu comme la variable d'ajustement du secteur, par exemple lorsqu'il y a des travaux ou lors de l'attribution des sillons. Ce travail, aucun gouvernement ne l'avait mené avant nous, et il a permis de redresser la barre, le réseau s'est modernisé, et la part modale du fret a cessé son érosion et a même, malgré la crise Covid, commencé à se redresser, passant au-dessus des 10%. Nous avons donc amorcé le renouveau du fret ferroviaire, mais ce travail est loin d'être achevé. Pour accélérer, nous poursuivons la modernisation du réseau ferré avec le plan d'avenir pour les transports issu des travaux du Conseil d'orientation des infrastructures que vous présidez, Monsieur le Président. Ce plan, je le rappelle, ce sont 100 milliards d'euros d'investissement pour le ferroviaire d'ici 2040, avec une importante composante de modernisation, de régénération du réseau et d'investissement. Rien que pour la décennie à venir, ce plan prévoit 4 milliards d'euros pour le fret ferroviaire, dont la moitié portée par l'État. Vous le voyez, nous réinvestissons pleinement sur la filière du fret ferroviaire, avec une volonté politique claire, des moyens financiers ambitieux et une visibilité sur plusieurs années pour atteindre notre objectif de doublement de la part modale. Mesdames et messieurs les députés, ces efforts seraient toutefois vains si Fret SNCF, de loin le premier opérateur de fret ferroviaire, venait à disparaître. C'est pourquoi nous avons pris les devants avec le groupe SNCF pour sécuriser l'avenir économique de l'entreprise. Étant auditionné au titre de mes anciennes fonctions de ministre, je ne reviendrai pas sur le détail de la discontinuité ou sur les négociations menées avec la Commission européenne. Elles vous ont été expliquées par le ministre délégué lors de son audition. Je souhaite seulement réaffirmer les principes qui ont guidé l'action de mon gouvernement. Nous n'acceptons pas de jouer à la roulette russe l'avenir de Fret SNCF ni celui de ses salariés. Il ne s'agit pas de dire que ce plan est indolore, c'est une transformation importante pour Fret SNCF et ses salariés. Mais c'est une transformation qui préserve une cohérence d'activité, une pleine intégration au sein du groupe SNCF et l'identité publique de la nouvelle entité. Loin de revenir sur nos objectifs d'augmentation de la part modale du fret ferroviaire, cette structure vise à pérenniser et à développer le fret en France. C'est donc une solution d'équilibre, une solution raisonnable. D'une part, elle peut permettre d'éviter le remboursement d'une aide d'État qui signerait l'arrêt de mort de Fret SNCF. D'autre part, elle garantira la préservation intégrale du cœur de métier de l'entreprise. Je vous remercie. Merci, Madame la Première ministre. Deux questions pour commencer, avant de donner la parole à Monsieur le rapporteur. L'une d'abord, vous avez évoqué le caractère inédit de la stratégie nationale de développement du fret ferroviaire lancée en 2021 et dont en effet le principe se trouvait écrit dans la loi d'orientation des mobilités de 2019. Comme vous le savez, sur cette politique publique, il y a eu un empilement de plans et de stratégies successives. Je pense notamment à l'engagement national pour le fret ferroviaire en 2009 et aux conférences périodiques sur le fret ferroviaire lancées en 2013 par Frédéric Cuvillier. Comment expliquez-vous l'échec de ces politiques successives, d'une part à améliorer la part modale du fret ferroviaire et d'autre part à redresser la barre de Fret SNCF, qui sont deux sujets assez différents. Puis deuxième question sur ce risque contentieux. Les premières plaintes, effectivement, ont été déposées en 2016, à l'époque où votre prédécesseur Alain Vidalies était ministre délégué au transport. Mais elles étaient donc pendantes au moment où vous étiez en activité au ministère des Transports. Quels étaient les contacts ou les échanges que vous pouviez avoir avec la Commission européenne à cette époque ou avec Fret SNCF et ou des chargeurs pour essayer d'envisager cette situation de manière à donner un maximum de visibilité au secteur? Le paysage qui nous a été brossé hier par Jean-Pierre Farandou de cette évaluation du risque était celui de quelque chose qui était jusque-là dans le paysage, mais dont le niveau de risque était jugé malgré tout assez faible.
et que malgré tout, ce qui s'est passé en janvier a été considéré comme un choc par l'entreprise publique. Et puis, ce qui nous a également été avancé hier, je crois que c'était par Guillaume Pépi, c'est que les plaintes déposées en 2016 étaient, de son point de vue, essentiellement destinées à obtenir que la France engageât des politiques publiques de soutien au fret ferroviaire qui soient comparables pour l'ensemble du secteur à ce qui était engagé pour SNCF Fret. Voilà. Comment évaluiez-vous à cette époque le risque contentieux et quels échanges avez-vous eus sur ce sujet? Alors, sur votre première question, pourquoi les plans antérieurs n'avaient pas porté leurs fruits, je pense qu'il y a certainement un certain nombre de causes structurelles qui n'avaient pas été prises à bras-le-corps comme on a pu le faire depuis. Je pense notamment à l'état du réseau ferré. Et je pense qu'on peut tous constater qu'effectivement, depuis 2017, en accompagnement de la réforme de la SNCF, on a enfin progressivement mis à niveau des investissements de remise en état du réseau. Et je pense qu'il y aurait un paradoxe à imaginer qu'on peut avoir une activité performante sur un réseau qui lui-même a des performances qui se détériorent au fil des années. Donc je n'ai pas de doute que les investissements très importants dans le réseau qui vont encore s'accentuer sur les années qui viennent sont un des leviers indispensables pour permettre un redressement du fret ferroviaire. Je pense qu'il y a aussi une difficulté, je l'ai dit, liée à la désindustrialisation. C'est certain que dans un pays qui a perdu des centaines de milliers, voire plus d'un million, 1,5 million d'emplois sur une décennie industrielle, évidemment, c'est le marché même du fret ferroviaire qui est en attrition et ça complique évidemment largement le positionnement de l'activité de fret ferroviaire. Je pense aussi que c'est un peu à l'image globalement du groupe SNCF, le fait d'être plombé par une dette qui finit par faire perdre des repères, y compris dans la gestion et le pilotage économique de l'entreprise, est aussi un élément qui, voilà, le manque de visibilité finalement sur ce que pouvait être l'avenir de l'activité n'a certainement pas contribué à soutenir un plan de redressement de ce fret ferroviaire. Et puis peut-être, je peux ajouter aussi, puisque c'est des sujets qui ont été largement évoqués dans la stratégie qui a été mise en œuvre à partir de 2021, évidemment, les travaux sur le réseau sont nécessaires. En même temps, ils constituent aussi un handicap important pour l'activité de fret ferroviaire si les travaux se font au détriment de l'activité elle-même. Donc c'est l'ensemble de ces éléments, à la fois la réindustrialisation que nous avons engagée depuis 2017, la régénération du réseau, la priorisation de sillons de qualité pour le fret ferroviaire et le désendettement de cette activité et la possibilité d'avoir une trajectoire économique soutenable qui constituent, je pense, des leviers importants pour réussir là où ça n'avait pas été le cas dans le cadre des plans précédents. Pour revenir à votre question sur les plaintes, effectivement, elles étaient dans le paysage lorsque j'étais ministre. Ça n'était pas non plus la seule situation de ce type en Europe. Et c'est vrai que la Commission ne s'était pas encore saisie de ces plaintes. Donc on n'avait pas une acuité comme elle a pu intervenir après que la Commission a ouvert sa procédure. Je pense qu'effectivement, le déclenchement de cette procédure appelait des mesures, notamment celles qui ont pu être décrites par le ministre, pour assurer, pour sécuriser l'avenir de Fret SNCF. Et c'est bien ce qui a été mené depuis. Merci, Madame la Première ministre. Je passe la parole à Monsieur le rapporteur. Bien, tout d'abord, je tiens à vous remercier, Madame la Première ministre, pour cette disponibilité. Nous n'en disposerons pas, visiblement, tout du moins à cette heure, de la part de la commissaire européenne. Mais donc, c'est un peu un point qui doit être souligné. Je vous interrogerai
sur la grande focale 2017 jusqu'à ce jour, puisque vous êtes ministre des Transports 2017-2019, puis ensuite titulaire au ministère de l'Écologie et aujourd'hui Premier ministre. 2016, oui, dès 2016, cette épée de Damoclès, tout de même, des plaintes et de la Commission européenne est sur notre tête. Et nous entrons progressivement dans le débat de 2018 du pacte ferroviaire. Et c'est un débat important. On a mobilisé le gouvernement, une transformation significative, bien évidemment, du groupe, de l'EPIC en SA. Et vous avez, sous réserve que vous nous le confirmez, été amené à déclarer dans les débats parlementaires qui ont eu lieu à cette occasion que la nouvelle organisation de fret SNCF, SA Fret donc, avait été validée de manière euro-compatible, en quelque sorte, et que les garanties nécessaires avaient été prises auprès des autorités européennes. Je dis ça parce que lorsque nous regardons les attendus de la décision de 2023, du moins au stade des plaidoyers des uns et des autres, la Commission européenne indique que, notamment à la suite de l'avis du 10 mai 2021 de l'autorité de la concurrence, eh bien, cela aurait impliqué une non-viabilité de l'entreprise SA Fret SNCF dès sa création. En quelque sorte, le prélèvement de la dette aurait de fait faussé la lecture de la rentabilité économique de l'activité telle que vous veniez de décider de sa création. D'où le renvoi de ma question. Confirmez-vous avoir ou non vérifié l'eurocompatibilité de la création de la SA en fonction de l'état du contentieux à cette date auprès de la Commission européenne? Et considérez-vous ou niez-vous le fait que vous avez porté sur le marché, en créant cette SA, eh bien, dans les standards des règles du libéralisme, une société effectivement non viable? C'est ma première question. Nous avons été amenés par ailleurs à vérifier que, selon les propos d'un certain nombre de responsables de la SNCF, que, somme toute, eh bien, cette transformation en SA, à l'occasion de la loi donc, de 2018 et de son application progressive, eh bien, aurait pu être considérée de la part de l'exécutif français comme ayant soldé l'épée de Damoclès de la discontinuité, qui était, dès les années, comme nous l'a confirmé M. Djebari, dès ces années, quand même un élément de débat. Or, aurait-elle été soldée que la Commission européenne aurait indiqué nous vous autorisons à aller vers la création de cette SA, bien évidemment, mais nous y reviendrons. Nous y reviendrons au contentieux ouvert donc, dès les plaintes de 2016. Confirmez-vous ce désappointement qui aurait pu être celui de votre ministre des Transports et de vous-même, donc au titre de ministère de tutelle, devant une telle remarque de la Commission européenne? Troisième élément, la France préside l'Union européenne du 1er janvier au premier semestre, dirais-je, 2022, porte d'ailleurs au
au terme même des propos de la stratégie de développement du fret ferroviaire, porte auprès de la Commission européenne eh bien, un enjeu majeur pour notre pays qu'est le fret. Nous le disons et nous constatons, dans les propos d'hier de Monsieur le directeur, eh bien que dès la clôture quasiment de la présidence française, c'est-à-dire dès l'automne 2022, soudain, un durcissement de ton s'opère, nous dit-il, de la part de la Commission européenne, qui, en gros, porte l'oukase d'une possible ouverture d'une commission d'enquête. Il le dit en s'interrogeant, en disant nous ne mesurons pas le pourquoi du comment de ce durcissement brutal du ton et de l'engagement de la Commission européenne à l'encontre donc de Fret SNCF, alors que les plaintes ont été levées, etc. etc. Avez-vous, sur ce point, une réponse au pourquoi du président, directeur, qui nous l'a exprimé hier après-midi? Y a-t-il, dirais-je, un élément de marché, comme un de nos interlocuteurs l'a évoqué? Est-ce que le fret SNCF en France, dans notre pays, a été l'objet d'un marché politique? Certains évoquent le nucléaire, d'autres la politique agricole commune. Question. Je vous la pose en toute transparence. Enfin, il y a une remarque, et j'en terminerai, Monsieur le Président. Il y a une remarque ce matin qui, en fait, a éclairé la question terminale que je vous poserai. La France n'est pas le seul pays à avoir son opérateur historique interrogé sur les conditions de son financement. Et en particulier, donc, l'Allemagne. Et la question qu'un de nos interlocuteurs se posait ce matin, c'est qu'au vu de l'enjeu écologique que vous portez depuis de nombreuses années vous-même, au vu de l'enjeu écologique et de l'urgence en matière de changement climatique, comment, d'un point de vue politique, je dis bien politique, donc je vous renvoie à la voix de la France et à la fois d'autres pays importants au niveau de l'Union européenne. Comment se fait-il qu'il n'y ait pas eu à minima l'option, ce qui semble-t-il n'a pas été fait, de l'ouverture d'un dialogue commun, pour être clair, entre la France et l'Allemagne, pour promouvoir dans cette séquence, je dirais, délicate, avec la Commission européenne, tendue. Le ministre Djebari dirait dans un bras de fer qui se poursuivait et se durcissait. Comment se fait-il donc qu'un dialogue n'ait pas été inauguré entre nos deux pays, voire plus avant, bien évidemment, puisque d'autres pays de l'Union européenne sont confrontés à ce type de procédure, pour, eh bien, à un moment donné, faire politiquement prévaloir, y compris dans le moyen terme, eh bien, l'intérêt de l'écologie et de l'urgence écologique par rapport aux enjeux d'une concurrence étroite telle que conduite par Bruxelles et dénoncée comme telle dans les propres propos de la stratégie nationale de développement du fret ferroviaire qui écrit textuellement l'étroitesse de vue de la Commission européenne, et ce, non pas d'hier, mais d'il y a quelques années. En quelque sorte, où a été la possible diplomatie politique offensive de la France et de la voix de la France dans ce dossier, qui est un dossier qui peut certes paraître mineur dans l'opinion publique, parce que ça ne fait pas la une des journaux,
mais dont vous vous accorderez avec nous et avec l'ensemble des commissaires pour dire que c'est un enjeu majeur, un des enjeux majeurs de l'obtention de nos résultats en matière écologique et de protection du climat à court 2030 et moyen terme 2050. Merci encore, Madame la Première ministre, de vos réponses. Petite précision que j'apporte avant de donner la parole à Madame la Première ministre, sauf à ce que j'ai été inattentif depuis le début de ces auditions, parce qu'on a déjà auditionné plus d'une quinzaine de personnes, je n'ai entendu aucune, je dis bien aucune personne, faire un lien automatique, ni même aucun lien entre la transformation d'EPIC en SA et un risque accru pour Fret SNCF. Je dis bien, aucune personne n'a évoqué ce risque à ce jour, sauf dans les questions, mais aucun de nos interlocuteurs. Je tiens à le repréciser, et chacun pourra le vérifier sur les auditions que nous avons conduites. Madame la Première ministre. Enfin, je voudrais rappeler l'objectif de la réforme qui a été menée en 2018. D'abord, de désendetter la SNCF, qui devait avoir à l'époque 60 milliards de dettes, de façon à préparer une structure viable et à même d'affronter la concurrence décidée par les paquets ferroviaires successifs depuis les années 2000. Donc, c'était l'objet de cette réforme qui a été largement débattue au Parlement, vous l'avez rappelé, à la fois d'assurer cette viabilité du groupe SNCF dans la durée, de mettre en place les règles européennes en transposant les règles de séparation et évidemment de créer une entité financièrement pérenne. Alors vous me dites, on aurait pu s'interroger sur la viabilité. J'ai du mal à vous suivre parce que je crois avoir dit dans mon propos introductif que juste après sa création et pour la première fois, Fret SNCF est enfin sortie des déficits permanents auxquels elle faisait face depuis des années. Donc je pense qu'en effet, la structure telle qu'elle a été créée a montré qu'elle pouvait assurer une pérennité, une viabilité de ses activités. Évidemment, ça ne change pas le fait que, dans les échanges qu'on avait eus avec la Commission, ce qui avait été, évidemment, la réforme ferroviaire a fait l'objet d'échanges avec la Commission, qui a validé l'organisation d'ensemble, et c'est a posteriori qu'elle a soulevé des questions d'aide d'État, notamment suite aux plaintes qui avaient été déposées. Mais la réalité de ce qu'elle questionne au travers de la procédure qu'elle a engagée, c'est finalement le bilan, dont je rappelle qu'il est de toute façon, en application des règles européennes, tenu depuis le début des années 2000, avec des comptes qui manifestement montrent qu'il y a un endettement de la SNCF qui était jusqu'à présent dans l'EPIC et qui n'a évidemment pas été transféré à une entité qui n'aurait été pas viable si on avait voulu créer une société avec la dette telle qu'elle existait dans les comptes de la SNCF, de SNCF Mobilité à l'époque. Ensuite, vous me questionnez sur ce qui s'est passé à l'automne 2022 et les éventuels changements d'humeur de la Commission. Moi, à ce moment-là, j'étais ministre en charge du travail et donc je suis incapable de vous dire quels étaient les états d'âme et les humeurs de la Commission sur le sujet de Fret SNCF à ce moment-là. Et pour... Pardon ? À l'automne 2022 ? C'est vrai. Non, honnêtement, j'ai pas suivi ces dossiers. J'avais éventuellement d'autres sujets sur la table, mais moi, j'ai pas suivi le détail des évolutions que vous supposez psychologiques de la Commission européenne à cette époque. Et vous me dites dans quelle mesure la Commission a tenu compte de l'intérêt, de l'importance du fret du fret ferroviaire en termes de transition écologique. Je pense que si la solution qui se met en place, dans laquelle seuls les trains entiers la SNCF ne doit se séparer que des trains entiers, c'est bien parce que l'argument qui a été porté par mon ministre a été de dire que le reste de l'activité
ne pouvait pas être exercée par un autre opérateur que Fret SNCF, et que demander à la SNCF de se retirer de ces trafics pouvait mettre en risque la poursuite d'une activité de fret ferroviaire, avec un risque évident de contre-report modal, si je peux dire, au bénéfice de la route. Donc je pense que c'est l'approche qui a été celle de mon gouvernement, de considérer qu'en effet, les enjeux de transition écologique étaient importants et qu'il fallait s'assurer que toute évolution de la structure de fret SNCF ne conduisait pas à transférer des trafics sur la route. Et on considère que ces arguments écologiques sont de nature à être pris en compte par la Commission sans préjuger de la décision qu'elle prendra. Après, sur votre question s'agissant de la conjugaison d'actions avec d'autres acteurs européens, il ne vous a pas échappé que les différents acteurs européens sont en concurrence entre eux. Donc je ne suis pas persuadé que les autres pays souhaitent engager, y compris des actions communes, quand Fret SNCF a fait l'objet de plaintes et fait l'objet d'une procédure lancée par la Commission sur des enjeux de concurrence. Voilà. Enfin, ça n'empêche pas de porter ces enjeux, cette importance du fret ferroviaire dans la transition écologique, ce qui nous rend confiance sur la solution telle qu'elle a été retenue, avec le maintien d'une part importante de l'activité de fret SNCF et non pas de transfert ou de retrait de fret SNCF de ces trafics qu'on ne souhaite pas évidemment voir sur la route. Merci Madame la Première ministre. Je rappelle que ce qu'on évoque comme devant rester dans l'une des deux entreprises qui succédera à Fret SNCF représente aujourd'hui 90% des salariés, 80% des trafics et 70% du chiffre d'affaires, et que ce sont des activités autour du wagon isolé, mais aussi des trains entiers avec des moyens non dédiés et irréguliers. On a donc une question de Madame Huguette Tienia, ensuite Monsieur Mathieu Martiaux. Madame la vice-présidente, vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président. Madame la ministre, merci pour votre intervention cohérente. J'ai juste deux questions à vous poser. Les intervenants auditionnés jusqu'ici au sein de la commission d'enquête font état d'un niveau d'aide publique au secteur du fret historiquement limité, qui a toutefois été relevé à partir de la fin des années 2010. Le relèvement des aides accordées au fret faisait-il partie de votre stratégie pour ces secteurs? Estimez-vous que le niveau d'aide prévu dans le plan de discontinuité proposé par la France soit suffisant pour assurer le fonctionnement à moyen et long terme et à long terme du secteur du fret? Je vous remercie. Oui, là, on est plus sur le secteur, précisément. Madame la Première ministre. Alors, effectivement, moi, je n'ai pas les derniers chiffres en tête, et je n'ai pas l'occasion de regarder en détail avec le ministre des Transports le niveau des aides. Je pense que c'était effectivement important de tenir compte des avantages du fret ferroviaire en termes de transition écologique. Et on a répondu, en tout cas, moi j'ai répondu aux demandes du ministre sur le niveau de soutien qui était accordé au fret ferroviaire. Je ne suis pas, dans mes fonctions actuelles, capable de vous expliquer quel est le détail de ce que le ministre a instruit pour sa part et m'a proposé. Monsieur le député Mathieu Martiaux, monsieur le député du Nord, vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président, Monsieur le rapporteur, Madame la Première ministre. Vous avez été ministre des Transports pendant 3 ans. Depuis 2017, la Commission européenne n'a cessé de demander à plusieurs reprises au gouvernement des renseignements. Le 22 décembre 2017, le 26 février 2018, le 8 mai 2018, le 25 juillet 2018, le 22 février 2019. J'ajoute qu'un avis ARAFER datant de 2019 relatif au projet d'ordonnance portant diverses dispositions relatives à la nouvelle SNCF, je cite un extrait, la solution qui consiste en une absence de transfert de dette, même temporaire, peut s'apparenter à un apurement de cette dette historique par SNCF Mobilité et soulève la question des aides d'État pour cette activité en concurrence dont il appartiendra à la Commission européenne d'apprécier la compatibilité avec le droit de l'Union européenne.
Vous avez donc été, semble-t-il, alerté à plusieurs reprises du risque pour ces aides d'être mises en cause par la Commission européenne. Vous ne craignez pas, à l'époque, que ces aides puissent être qualifiées d'illégales, et donc il y avait un risque d'existence à terme pour Fret SNCF. Le 22 mai 2023, en tant que Première ministre, vous avez présenté un plan, le plan du gouvernement contre le réchauffement climatique, avec des objectifs ambitieux fixés en prévoyant une diminution de moitié des émissions de CO2 d'ici 2030. Et le 23 mai, Clément Beaune annonce la liquidation de Fret SNCF. Curieux, en même temps, au détriment des Français, encore une fois. En optant pour la liquidation de Fret SNCF et la discontinuité, vous pliez une nouvelle fois aux demandes de la Commission européenne. Vous prenez ainsi le risque de faire disparaître un opérateur historique avec des emplois. 500 en jeu. Les trains les plus rentables vont devoir être abandonnés, 20% du chiffre d'affaires et 30% de l'activité et la vente de 40% des actifs immobiliers. En 15 ans, c'est 10 000 emplois qui ont disparu. Et chez moi, à Semein, dans l'une des plus grandes gares des Hauts-de-France de triage, c'est 95% des emplois qui ont disparu. 1500 à une cinquantaine aujourd'hui d'emplois. Et le risque, c'est de mettre 1 million de camions sur nos routes demain. Pour les discours moralisants qu'on reçoit assez souvent en matière d'écologie, on y repassera. Madame la Première ministre, l'ancien ministre des Transports, Djebari, qui vous a succédé, aurait lui opté pour le rapport de force. Il nous l'a dit ici. Je le cite, « La réalité de l'exercice d'un ministre ». Quand on est ministre français, ce qui est bien souvent le cas en Europe, il y a des positions divergentes. La Commission européenne applique des règles qu'ont votées les États et le Parlement européen. Ces règles, parfois, les États constatent qu'elles s'exercent au détriment de leurs intérêts. Oui, il faut un rapport de force. On a l'impression aujourd'hui que quand Bruxelles demande, votre gouvernement exécute. Alors, Madame la Première ministre, vous êtes à la tête du gouvernement et vous avez un ministre des Transports, Clément Beaune. Est-ce que vous jugez aujourd'hui que votre gouvernement est trop faible avec Bruxelles ? J'invite tous les collègues à ne pas forcément changer du tout au tout le ton de voix qu'ils adoptaient jusqu'ici dans les auditions, simplement parce que nous avons Madame la Première ministre en face de nous. Madame la Première ministre. Je vous invite à regarder l'évolution des trafics de fret ferroviaire et à regarder à quel moment ça a commencé à baisser et depuis quand ça se redresse. Voilà. Donc je vous invite simplement à regarder la réalité en face. C'est plus commode pour échanger plutôt que de partir de postulats faux. Donc je pense qu'en effet, pas plus que vous, je me satisfais de la part du fret ferroviaire dans le transport de marchandises, mais au lieu de s'en prendre à Bruxelles, on essaye d'agir très concrètement, on essaie d'agir en remettant en état un réseau ferré qui a été abandonné pendant des décennies. C'est la politique que moi j'ai menée en tant que ministre des Transports, que les ministres qui m'ont succédé ont continué, et c'est la politique que mène mon gouvernement, d'investir pour remettre en état un réseau ferré, parce que je ne vois pas bien comment on pourrait redresser le fret ferroviaire sans remettre en état le réseau. Donc on a mobilisé des moyens comme personne ne l'avait fait avant nous pour remettre en état le réseau. On a donné des priorités au fret ferroviaire, parce que si les trains s'arrêtent dès qu'il y a des travaux ou si systématiquement le fret ferroviaire passe après les voyageurs, on n'arrive pas à répondre aux attentes des entreprises qui recourent au fret ferroviaire. Donc je pense que, au-delà des incantations, il y a des actions très concrètes dont je constate qu'elles ont permis un redressement du fret ferroviaire, malgré la guerre en Ukraine, malgré auparavant la crise Covid. Et je pense que cette action, il faut en effet la continuer. Et je crois, s'agissant de l'option qui a été prise, l'option de discontinuité qui a été prise par mon gouvernement, alors certains peuvent dire on va aller en effet au rapport de force. Moi, je redis très clairement, mais j'imagine que le ministre Clément Beaune a eu l'occasion de le dire, soit on pouvait très bien ne rien faire, laisser la procédure se poursuivre, avec un risque clair que la Commission confirme in fine qu'il y avait une aide d'État illégale et que Fret SNCF soit amené à la rembourser. Dans cette hypothèse, c'est simplement l'arrêt de mort de l'entreprise. Ou alors prendre des responsabilités, ce qui est en effet peut-être plus compliqué de prendre ses responsabilités, ce qui veut dire trouver le chemin pour éviter cette situation de remboursement. C'est la réponse de la discontinuité. C'est celle que mon ministre a choisie et je la soutiens pleinement parce que je pense que c'est la seule voie pour assurer la survie de cette activité majeure qu'est le fret ferroviaire.
Merci Madame la Première ministre. Madame Mathilde Desjonquers, Madame la Vice-présidente, vous avez la parole. Merci Monsieur le Président. Madame la Première ministre, j'ai deux questions que je vais vous poser de manière très rapide, enfin très simplement, par rapport aux objectifs annoncés en 2018. Qu'est-ce qui justifie aujourd'hui la restructuration de la filière? Et deuxième question, si j'ai bien noté tout à l'heure, vous avez évoqué des mesures pour que le fret ne soit plus la part d'ajustement variable. J'aurais voulu savoir si vous auriez pu détailler en fait ces mesures pour éviter effectivement que le fret reste la part d'ajustement variable. Merci. Alors, enfin, je ne sais pas si on doit rentrer dans le détail de la gestion des sillons, mais j'ai eu l'occasion de le dire, si systématiquement, enfin, le fret, soit il roule dans la journée, auquel cas il peut être en concurrence dans l'utilisation des sillons avec des trains de voyageurs, il l'est d'autant plus que je pense que toutes les régions, et on peut que les soutenir, souhaitent renforcer la fréquence des dessertes autour des agglomérations. Donc soit le fret essaye de circuler dans la journée et il se heurte à des trains de voyageurs, soit il essaye de circuler la nuit, et comme par ailleurs on est en train de moderniser le réseau, on peut en effet avoir des travaux sur les voies ferrées. L'objectif de la politique et notamment des priorités que moi j'ai portées dans la stratégie nationale du fret ferroviaire et qui est reprise depuis, c'est de dire qu'on ne peut pas considérer qu'on répond aux besoins de toutes les activités, qu'on dégage les plages nécessaires pour faire les travaux et que le fret se débrouille pour survivre dans cet univers-là. Et qu'effectivement, il doit y avoir la capacité à garantir aux usagers du fret ferroviaire, aux entreprises qui recourent au fret ferroviaire, une visibilité, une régularité du fret ferroviaire, ce qui veut dire forcément donner une certaine priorité au fret ferroviaire pour permettre à cette activité d'exprimer pleinement sa pertinence. Merci. La parole est à Monsieur Thomas Porte, député de Seine-Saint-Denis et très impliqué dans nos travaux. Vous avez la parole, Monsieur le député. Merci, Monsieur le Président. Madame la Première ministre, avant d'être ministre des Transports, vous avez aussi été directrice de la stratégie de Guillaume Pepy à la SNCF. Le même Guillaume Pepy qui a reconnu hier... Louis Gallois, pardon. Vous avez été directrice de la stratégie sur une période où le fret a été le parent pauvre, où le fret a subi des multiples plans de restructuration, où le fret a subi des suppressions d'emplois, où le fret a été mis de côté. Donc moi, j'aimerais avoir votre point de vue. Première question, est-ce que vous considérez qu'en tant que directrice stratégique de l'époque, votre action a été utile pour développer le fret ferroviaire public? Deuxième question, on évoque la procédure de discontinuité. D'autres pays européens sont concernés, la Grèce, la Bulgarie, la Roumanie, l'Italie, l'Allemagne. La France est la seule qui a choisi aujourd'hui la procédure de discontinuité. La France est la seule qui a choisi, dès quasiment l'ouverture de l'enquête de la Commission européenne, de présenter une stratégie qui est une stratégie de liquidation de fret SNCF. Car cette procédure de discontinuité, elle prévoit par exemple que les flux les plus rentables soient transférés à des opérateurs privés sans que la nouvelle entité ne puisse se porter candidate pendant les 10 prochaines années sur ces trains-là. Donc vous nous expliquez que vous voulez faire passer la part modale de transport de marchandises de 9% à 18%, avec un opérateur public qui va être affaibli, qui va être amputé d'une partie de son personnel, une partie de son infrastructure, qui ne pourra plus candidater sur un transport qui est rentable. Donc on a du mal à voir quelle est la stratégie véritable derrière cette procédure de discontinuité, et est-ce qu'il n'y a pas simplement la volonté de la Commission européenne de liquider l'opérateur public ferroviaire en France. Et dernière question, vous avez aussi été à l'époque à la manœuvre pour mettre en place ce qu'on appelle à la SNCF la séparation par activité, qui cloisonne les activités, qui est quelque chose qui est dénoncé depuis des années par les organisations syndicales et par les cheminots, qui ne permet pas de rationaliser de manière intelligente l'activité. Est-ce que vous considérez aujourd'hui que la séparation par activité que vous avez portée n'est pas non plus un frein au développement du service public ferroviaire fret dans notre pays? Je ne sais pas très bien en tant que quoi j'ai porté la stratégie de séparation par activité. Je pense qu'il y a des règles européennes qui prévoient notamment la séparation du gestionnaire d'infrastructure. Ça doit remonter à maintenant plusieurs décennies, qui prévoient effectivement que les activités, au fur et à mesure qu'elles sont mises en concurrence,
et ça paraît assez logique, doivent avoir une comptabilité, une organisation distincte. Donc je ne vois pas très bien au titre de quoi vous considérez que c'est moi qui ai porté la réorganisation de la SNCF. Ensuite, vous m'interrogez sur mon rôle de directrice de la stratégie de la SNCF. Donc je vous confirme que c'était sous la présidence de M. Louis Gallois puis de Mme Anne-Marie Idrac. J'imagine que vous avez peut-être eu l'occasion de les auditionner. Donc dès cette époque, il y avait des difficultés dans l'activité de fret qui a supposé qu'il y ait un plan de restructuration qui avait été à l'époque présenté par le directeur du fret que vous avez peut-être eu l'occasion d'auditionner, qui a conduit à ce moment-là à une recapitalisation de Fret SNCF pour assurer sa pérennité. Pas plus que vous, je ne peux me réjouir que l'activité n'ait pas été rendue viable à cette époque et que la part du fret ferroviaire ait continué à baisser jusque, grosso modo, au début de ce quinquennat. En tout cas, je peux me réjouir, en ayant été ministre des Transports, ministre de l'Écologie et Premier ministre aujourd'hui, de voir qu'on a pu enrayer cette baisse de l'activité du fret ferroviaire et cette érosion de la part modale du fret ferroviaire. Ensuite, vous faites une description qui est la vôtre sur les conséquences de la discontinuité. Cette discontinuité, elle conduit à ce que 20% du chiffre d'affaires doivent être cédés. Évidemment, c'est important. Évidemment, je mesure à quel point... Pardon ? 20, voilà. 20% doivent être cédés. Donc c'est vrai que c'est important et on ne va pas voilà, épiloguer, savoir si c'est 20. Enfin, je pense qu'il y a des chiffres et pourra échanger, les équipes pourront échanger en dehors de cette audition. Vous le savez comme moi, quand on a une procédure qui va au bout, sans qu'on trouve une solution du type discontinuité, le risque, c'est d'aller jusqu'à 50%. Est-ce que c'est ça que vous souhaitez ? Je vous renvoie à la jurisprudence d'Alitalia, c'est ce qui est arrivé à cette compagnie aérienne. Et c'est ce qu'on a voulu éviter. Oui, je pense que la discussion sur les pourcentages entre 20 et 30, elle est liée au trafic et au chiffre d'affaires, mais les chiffres sont relativement proches. Je voulais juste réagir à la question sur la gestion par activité. On a reçu Louis Gallois hier. Je lui ai posé cette question et personne n'a rebondi d'ailleurs à ce moment-là. Je passe la parole à Madame Christine Arrigui, Madame la rapporteure spéciale. Merci, Monsieur le Président, Madame la Première ministre. Alors, je vais commencer mon propos par une anecdote courte, mais qui nous conduit naturellement au fret. Lorsque j'ai fait campagne pour les élections législatives, j'étais alors candidate écologiste NUPES, j'ai fait un discours sur les transports parce que je considère que c'est la mère de toutes les batailles, et j'étais très applaudie. Et à la fin de mon discours, j'ai indiqué qu'en fait, ils avaient applaudi Elisabeth Borne, ministre des Transports. Le public était un public de militants et ils ont été évidemment très étonnés qu'entre-temps, c'est-à-dire entre 2018, puisque c'était à cette époque-là, vos propos en tant que ministre des Transports, et 2022, au moment de ma campagne, il ne se soit pas passé grand-chose au niveau des transports et au niveau notamment de la SNCF, sans parler de la question qui est évoquée aujourd'hui sur le démantèlement au niveau de fret SNCF. Alors, au-delà de l'anecdote, je lis aujourd'hui, dans le propos que vous avez tenu le 12 juillet 2023, aujourd'hui, l'accélération continue. On peut douter de cette accélération, en tout cas de ce qu'on en constate aujourd'hui. Et nous sommes bel et bien sur le chemin de la neutralité carbone. Alors, je vais vous poser ma question, en fait, deux questions. Pensez-vous aujourd'hui, après les rapports éclairants et éclairés du Conseil d'orientation des infrastructures et ceux de l'ART, que le développement et le financement du fret soient compatibles avec la construction de nouvelles autoroutes, qui plus est concédées, intégrant des routes déjà financées par l'impôt, comme l'A69 entre Toulouse et Castres. J'aimerais bien avoir votre point de vue à la fois sur ce dossier-là et sa compatibilité avec la possibilité de donner de l'argent et de faire tourner les mobilités vers le fret plutôt que vers le routier. C'est ma première question, mais il n'y a pas que la 69 qui soit concernée, mais en tout état de cause, il y a un vrai rapport entre le fait de construire des autoroutes et le fait de mettre sur la route des camions en lieu et place d'un fret
et du financement de ce fret par l'argent que l'on met sur la route. Et ma deuxième question, nous assistons à ce jour à des annonces de valse de milliards, voire de millions, selon dans quel cas on se situe en matière de ferroviaire. Vous avez vous-même annoncé un plan de 100 milliards d'euros. À quand une grande loi de programmation du ferroviaire qui nous détaille de façon très précise ce qui relève des régions, ces PER. Pour l'instant, les contrats ne sont pas encore signés, ou à tout le moins, à ma connaissance, 2. Et ce qui relève de la responsabilité de l'État, que ce soit pour les relations avec les métropoles, RER métropolitains, mais que ce soit également pour la question du fret, qui naturellement, comme vous venez de le dire, si on ne régénère pas le réseau, on ne pourra pas faire rouler de nuit les transports de marchandises, qui, je le rappelle, et vous connaissez les chiffres, le fret, ça consomme 6 fois moins d'énergie que la route, et 9 fois moins de gaz à effet de serre, et ça évite évidemment les externalités négatives, congestion, accidents, que l'on peut avoir sur l'autoroute ou sur la route. Je vous remercie, Madame la Première ministre. Juste là aussi, avant de donner la parole à Madame la Première ministre, je rappelle qu'on a auditionné les 2 anciens PDG de SNCF Réseau depuis le début, et qu'aussi bien Patrick Jeantet que Luc Lallemand ont reconnu qu'ils avaient eu des moyens supplémentaires au cours de leur exercice pour rénover le réseau ferroviaire. Ils y ont insisté. À l'époque, personne n'est intervenu pour les contredire. Et que le montant dédié au fret ferroviaire a été donné dans les CPER à plusieurs reprises, 930 millions d'euros. Ça a été dit. Madame la Première ministre. J'entends bien, mais c'est ma question à Madame la Première ministre. Oui, merci. Alors, donc, je vous confirme que on s'organise pour atteindre la neutralité carbone. Et vous voyez, ce matin, j'ai pu échanger avec tous les membres du Conseil national de la refondation sur la façon dont on va déployer notre planification écologique, qui suppose d'agir dans tous les domaines, l'industrie, le bâtiment, des déplacements, l'alimentation, pour atteindre cette neutralité carbone. Et je pense qu'ici, on peut tous se réjouir d'avoir doublé le rythme des émissions de gaz à effet de serre dans le précédent quinquennat par rapport au quinquennat précédent. Et on se fixe l'objectif, et nous sommes apparemment sur la bonne trajectoire, de doubler à nouveau le rythme de baisse des émissions de gaz à effet de serre. Ça suppose d'agir dans tous les domaines, et je n'ai pas de doute que la présidente de votre groupe, que j'ai eu l'occasion de voir il y a quelques jours, pourra vous passer le document que nous avons présenté sur cette planification écologique qui concerne, comme je le disais, tous les secteurs. En effet, ça suppose d'investir davantage sur le ferroviaire, à la fois en termes de régénération, et donc on a bien conscience qu'il va falloir continuer à augmenter les montants qui sont consacrés à la régénération. Ça suppose aussi d'investir davantage pour développer les capacités du réseau. Je vous renvoie aux mandats qui ont été donnés aux préfets qui sont en train de négocier des contrats de plan. Vous pourrez constater qu'on a fortement réduit la part des crédits qui sont consacrés à la route pour augmenter significativement la part des crédits qui sont consacrés au ferroviaire. Donc je vous confirme qu'on mène une stratégie cohérente qui vise à favoriser les modes alternatifs à la route, qui vise par ailleurs à favoriser les déplacements, à sortir de l'utilisation individuelle de la voiture thermique, ce qui veut dire aussi développer par exemple du covoiturage et accompagner nos concitoyens pour passer sur des mobilités décarbonées. Donc c'est l'ensemble de ces actions qui doit nous permettre d'atteindre les moins 55% d'ici 2030 et d'atteindre la neutralité carbone. Et je vous confirme, je pense qu'on est sur la bonne voie. Je donne la parole à Monsieur Nicolas Ray. Monsieur le vice-président, vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président. Madame la Première ministre, en octobre 2014, le gouvernement de l'époque décidait l'abandon de l'écotaxe sur les poids lourds, voté en 2009 dans la loi Grenellin. En octobre 2014, vous n'étiez pas ministre, mais vous étiez la directrice de cabinet de la ministre de l'Écologie, Madame Royal. Cet abandon avait conduit l'État à verser près d'1 milliard d'indemnités à la société Ecomove. Avec le recul,
Ne pensez-vous pas que cet outil était un bon moyen de résoudre la distorsion entre la route et le rail, dans la mesure où les camions étrangers, vous le savez, traversent notre réseau routier sans péage, contrairement aux trains qui payent des redevances? N'était-ce pas un bon moyen aussi pour favoriser le rapport modal que l'on souhaite intensifier? Et enfin, deuxième question, où en est-on de l'idée de création d'une vignette payée par les poids lourds étrangers, évoquée plusieurs fois récemment par votre ministre, M. Béchu, par rapport à ce projet? Alors, je vous confirme que je pense qu'il n'est pas normal qu'on puisse avoir des poids lourds qui traversent notre pays sans contribuer du tout au financement de nos infrastructures. Et on sait très bien que les camions, depuis plusieurs années, ont des réservoirs qui leur permettent de faire le plein au Luxembourg, de traverser le pays et de refaire le plein en Espagne, sans avoir du tout contribué à payer le moindre euro pour assurer l'entretien et le développement de notre réseau, et en l'occurrence de notre réseau routier. Une démarche avait été lancée pour mettre en place une écotaxe. Je pense que ça avait suscité suffisamment de réticence à l'époque et de réaction pour que la ministre à l'époque, et moi je n'étais pas ministre, ait décidé de mettre un terme au contrat qui avait été passé, qu'il faille continuer à réfléchir et qu'il faille continuer à étudier les solutions qui peuvent permettre qu'on sorte de cette inégalité en fait de traitement avec des transporteurs français qui financent au travers notamment de la TICPE, qui payent des impôts, en tout cas qui participent à l'entretien de nos infrastructures, et des transporteurs qui peuvent traverser le pays sans le financer. Je pense que le sujet reste d'actualité. Ensuite, comment peut-on avancer sur ce sujet pour ne pas inquiéter nos transporteurs? Et je pense qu'aujourd'hui, quand on voit effectivement l'évolution des prix du gasoil, c'est sans doute pas un contexte tout à fait propice à des réflexions de ce type-là, mais qu'il faille effectivement continuer à rechercher la bonne façon de faire contribuer les poids lourds qui traversent le pays sans participer au financement des infrastructures. Ça me paraît effectivement une réflexion d'actualité. Merci, Madame la Première ministre. La parole est à Monsieur Nicolas Sansu, député du Cher. Merci, Monsieur le Président. Madame la Première ministre, vous l'avez souligné, le fret s'est un petit peu redressé ces 2 dernières années, à la fois en nombre de tonnes kilomètres transportés et à la fois en nombre en résultats financiers pour la filiale fret SAS. Et donc c'est un coup de massue qui tombe à la fois sur les salariés et je dirais sur le pays, que de voir qu'on va être obligé à un plan de discontinuité qui pourrait mettre à mal le transport ferroviaire de fret, au moins dans l'immédiat et pour les quelques années qui viennent. Ça nous a été dit d'ailleurs par certains de vos prédécesseurs. Alors ma question est toute simple. D'ailleurs, si le groupe GDR a demandé cette commission d'enquête avec comme rapporteur l'excellent Hubert Wulfranc, c'est parce que nous ne comprenons pas aujourd'hui pourquoi c'est à ce moment-là que cette procédure arrive, et nous ne comprenons pas, alors qu'il y a tant à faire sur la décarbonation des transports, que l'on accepte cette manière de faire de la part de la Commission européenne. Donc, quelques questions. D'abord, n'y a-t-il pas un risque majeur à lancer ce plan négocié avec la commissaire Vestager, pour lequel il n'existe a priori aucun écrit? C'est-à-dire qu'on va lancer le plan, puisqu'on lance la discontinuité, avant même que la Commission européenne accepte ce plan. Ou alors, il y a des écrits que nous n'avons pas. Ensuite, avez-vous participé aux discussions, puisque on sait que depuis l'automne, selon les dires de M. Farandou, ça se tendait avec la Commission. Avez-vous participé à des discussions sur cette solution de discontinuité? Et eu égard au peu d'enthousiasme, d'ailleurs, sur ce plan sanction, peu d'enthousiasme du président Farandou, comme d'autres personnes qu'on a auditionnées, pourriez-vous nous faire part et nous transmettre les différents courriers que vous auriez pu échanger avec la présidente de la Commission? J'ajoute qu'en mai-juin 2022, alors que le semestre de la présidence française se termine,
comment, en tant que Première ministre, vous avez abordé ce sujet au moment des conclusions de la présidence française? Ensuite, y a-t-il aujourd'hui, à votre sens, une option différente au plan de discontinuité envoyé par le ministre au président de la SNCF, sachant que sur les 23 flux concernés, dont certains sont les plus rentables, certains pourraient se reporter sur la route, ce qui contrevient au Green Deal qui est pourtant annoncé. Et que deviendraient ces flux dans ce cas-là? Serait-il possible de demander à la Commission européenne, en cas où il n'y ait personne, où il y ait carence de transport par le fer, de les conserver au sein de Fret SNCF? Et enfin, une question toute simple. Si nous allions au bout de la procédure, le président gallois nous a précisé que le remboursement viendrait de Fret SNCF vers le groupe SNCF. Comment la France, ce grand pays fondateur de l'Union européenne, ne pourrait ne pas assumer cela devant la Commission européenne? Alors, vous aurez compris que, au travers de ce plan de discontinuité, notre objectif, c'est d'assurer la viabilité, la pérennité du fret ferroviaire public, avec un risque, si on ne le fait pas, d'arriver à une liquidation de la société Fret SNCF. Bien évidemment, et j'ai évoqué le fait que par rapport à d'autres dossiers de contentieux qui ont pu exister, j'ai cité Alitalia, si on est confiant sur le scénario qui est présenté avec finalement un maintien d'une part significative, très significative de l'activité, c'est notamment compte tenu des échanges qui ont pu intervenir avec la Commission sur l'importance de préserver le fret ferroviaire et d'éviter d'avoir un report modal sur la route. Donc je pense que l'esprit du plan qui est mené, c'est de se prémunir absolument du risque d'une liquidation de Fret SNCF, de se prémunir d'un transfert modal au bénéfice de la route, de protéger au maximum l'activité de l'opérateur public et de s'assurer du maintien d'un maximum de trafic sur le ferroviaire. S'agissant des échanges avec la Commission, il n'y a pas eu d'échange à mon niveau avec la présidente de la Commission, a fortiori 2 courriers. Je pense que le ministre Clément Beaune a évoqué les échanges qu'il a eus à son niveau avec la Commission, et je pense qu'il a y compris évoqué la possibilité de transmettre à votre Commission les éventuels échanges qu'il aurait pu avoir. La parole est à Monsieur Pascal Lecamp, député de la Vienne. Chers collègues, vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président. Merci, Madame la Première ministre, de venir à cette audition. Moi, je partirais peut-être de l'étape d'après. On a entendu votre ministre la semaine dernière, mercredi, Monsieur Clément Beaune, hier, Monsieur Farandou, ce matin, Monsieur Bussereau, on a du général, Madame Midrac aussi. On va supposer qu'on résout le problème avec l'Union européenne et que la discontinuité est acceptée, elle est en place. Moi, j'aimerais savoir, à partir de cette situation-là, quels sont les grands axes de votre réforme ferroviaire en général, et en particulier sur le fret, et avec peut-être plus particulièrement la stratégie nationale du fret, et ce que vous avez évoqué, M. Bussereau en a parlé ce matin, de cette aberration de voir tous ces camions passer. Donc, comment on intégrerait l'intermodal? Quelle substitution à l'écotaxe qui a été abandonnée au moment de l'arrivée à Montréal, alors que tout était prêt? Comment vous envisagez que, quand cette société est créée, que la discontinuité est acceptée par l'Union européenne, on passe à l'étape suivante pour réintégrer le fret ferroviaire dans une stratégie nationale du fret en France? Je vous remercie. Enfin, je l'ai évoqué. Moi, je pense que, évidemment, on doit favoriser au maximum le transport de marchandises, ferroviaires ou fluviales. Le premier point pour que ce transport, qu'on puisse avoir une augmentation de la part du ferroviaire, c'est déjà d'avoir un réseau en bon état, d'avoir des infrastructures plus généralement en bon état. Et donc c'est tout ce à quoi on s'emploie, notamment sur la remise en état du réseau, sur l'augmentation des moyens qui sont consacrés à la régénération de ce réseau, avec un objectif évidemment de sortir
de ce que j'ai pu évoquer au départ sur l'âge moyen du réseau, y compris quand on se compare à d'autres pays européens. C'est aussi le soutien sur les activités qui sont en concurrence directe avec la route pour tenir compte de l'avantage écologique du transport ferroviaire. Et donc c'est le soutien qui se met également en place. Ensuite, je suis aussi convaincu que la réindustrialisation, c'est aussi une nouvelle opportunité pour le développement du fret ferroviaire. Quand pendant des années on a fermé des usines, évidemment, c'est aussi des facteurs de trafic qui ont disparu de notre territoire. Et effectivement, quand on est en train de réindustrialiser notre pays avec 100 000 créations d'emplois industriels depuis 2017, c'est aussi une transformation de notre activité économique qui sera certainement bénéfique au transport ferroviaire. Ensuite, sur les camions en transit et la nécessité de pouvoir les faire participer, je vais laisser le ministre faire des propositions sur le sujet. En tout cas, je pense que c'est un réel problème et qu'effectivement, on doit continuer à réfléchir à la façon dont on peut faire participer les poids lourds en transit sur notre territoire à l'entretien de nos infrastructures. On doit s'assurer qu'il y a la meilleure équité entre les différents modes de transport, mais en tout cas que ces poids lourds en transit puissent participer au financement de nos infrastructures. Merci Madame la Première ministre. Monsieur Sylvain Carrière, monsieur le député de l'Hérault, chers collègues, vous avez la parole. Merci Monsieur le Président, Monsieur le rapporteur, Madame la Première ministre. Le fret ferroviaire nécessite des investissements à hauteur de 20 milliards sur 10 ans pour retrouver sa fiabilité. C'est le bilan que M. Ferrandou dresse 2 ans après votre départ du ministère des Transports. 9 fois moins émetteur de CO2 que le transport routier, c'est pourtant à ce dernier que toutes les faveurs vont. Peut-être car les transporteurs routiers utilisent des autoroutes gérées par des sociétés autoroutières. Ces mêmes sociétés autoroutières qui ont vu des milliards d'argent public leur être accordés suite à votre négociation du prolongement de leur concession en 2015. Anticor soupçonne d'ailleurs du favoritisme dans ce dossier. Car oui, les multinationales en charge de la gestion des autoroutes ont récolté 55 milliards de dividendes en 30 ans, qui n'ont bien évidemment pas bénéficié au reste du secteur des transports. Ce transport routier, dont les coûts sociaux sont très sous-estimés selon le rapport Spinetta, que vous avez pourtant suivi pour toutes les mesures libérales qu'il contenait. Mais étonnamment, pas sur la sous-évaluation des coûts sociaux du secteur routier, comme la pollution ou la congestion. Mais c'est de la faute des grévistes si le fret est en faillite et en déclin, selon vos termes de 2018. Dans le cadre de cette commission d'enquête, j'ai donc 3 questions à vous poser. Premièrement, pouvez-vous nous dire sur quelle base avez-vous estimé que la fin du statut des cheminots relancerait le fret ferroviaire d'une meilleure manière qu'une renationalisation des autoroutes? Deuxièmement, pourquoi avez-vous favorisé le secteur routier alors que ses coûts sociaux sont massivement sous-estimés et qu'en fine connaisseuse de vos dossiers, vous le saviez? Et enfin, Madame la Première ministre, pourquoi défendez-vous des multinationales au lieu de défendre la souveraineté française et la transition écologique? Sur le plan économique, nous serons perdants en étant incapables de se plier aux accords européens du Fit for 55 et donc à prévoir de payer des pénalités de retard. Je vous remercie. Juste un clin d'œil à notre collègue amusé. Dans le rapport Spinetta, il y avait justement comme proposition, je crois que c'était à la page 75, la reprise de la dette de fret SNCF par les pics de tête à l'époque. Finalement, on peut considérer que c'est une recommandation qui a été suivie. Madame la Première ministre. Oui, écoutez, je crois que ce n'est pas vraiment des questions. Je pense que c'est des attaques. Je ne sais pas très bien ce que vous voulez que je réponde à la nationalisation des autoroutes. Ça doit être 50 milliards d'euros. Il faudrait que vous nous expliquiez où on trouve l'argent. Ensuite, franchement, je n'ai pas grand-chose à répondre à des questions qui n'en sont pas. Monsieur le rapporteur souhaitait reprendre la parole. Ensuite, on a une question de Madame Blanc et de nouveau de Monsieur Sansu. Oui, et de Monsieur Porte. Monsieur le rapporteur. Merci, Monsieur le Président. Je vais vous donner un état, sans doute tout à fait subjectif, comme je l'avais fait auprès de Monsieur Thomas Porte, de Monsieur Beaune, pardon, de Monsieur le Ministre. Je vais vous donner un état de... Excusez-moi. Ça devient compliqué, là. Ça devient compliqué. Un état de mes convictions. Vous ne m'en voudrez pas.
2007-2015, un régime, une séquence de régimes d'aide visés par la Commission européenne. Et lorsque, progressivement, nous interrogeons les ministres en charge des transports, il y a une non-réponse ou des réponses particulièrement dilatoires sur les échanges de contrôle, d'audit entre la France et la Commission européenne au titre de l'accord de 2005 qui entamait et actait la restructuration jusqu'à 2008. Là, je vous avouerai qu'il y a une grande interrogation de responsabilité de l'une ou de l'autre partie quant au respect d'un accord qui, entre 2008 et 2015, emporte déjà, j'imagine, quelques milliards qui sont demandés par la Commission européenne. 2015, il y a cette plainte de la RAF que j'estime un peu quand même tardive. Installée comme autorité de contrôle en 2010, 5 ans plus tard, sonnette d'alarme. Bref. Je suis conduit à penser, Madame la Première ministre, que par négligence, au mieux, par duplicité, au pire, eh bien nous en arrivons en 2019, après voilà, quelques plaintes qui commencent à agiter la question, nous en arrivons en 2019 à cette fameuse transformation EPIC-SA, alors, que j'ai qualifié tout à l'heure de portant sur les fonds baptismaux une société au sens libéral du terme non viable. Formidable. Formidable que des libéraux portent une société, une SA, non viable dès le départ. En fait, aujourd'hui, vous dites, nous avons garanti la viabilité et les résultats témoignent de ces... Ah oui, mais les résultats témoignent que la discontinuité, c'est 6J, la SA Fret SNCF aujourd'hui. Pour une autre entité, mais 6J aujourd'hui, la SA Fret SNCF. Donc, je suis convaincu que cette transformation de SA en EPIC, d'EPIC en SA, réunissait les conditions de cet enterrement de première classe auquel nous assistons aujourd'hui. Je vous livre ma conviction. Je suis enfin interrogatif. Nous sommes dans une annonce de plan de discontinuité. Une question a été posée sur quel crédit accorder à la parole de Madame la commissaire européenne, par ailleurs aujourd'hui quelque peu extraite. Monsieur le ministre nous a répondu sur ce point et il nous a dit mais n'attendez pas une lettre signée de la commissaire européenne pour nous dire c'est bon, les sanctions sont levées. Qu'est-ce qu'il nous dit, monsieur le ministre? Il nous dit c'est à nous-mêmes, à l'exécutif français, au gouvernement, eh bien, de mettre en œuvre ce plan de discontinuité. Alors moi, je vous pose une simple question, Madame la ministre. Dès lors que... Madame la Première ministre, pardon. Dès lors que votre ministre a écrit une lettre de commande au président Farandou
posant explicitement et engageant le plan de discontinuité, comment se fait-il que 4 mois plus tard, nous n'ayons pas de réponse, quelle qu'elle soit, d'appréciation de la Commission européenne? Car ce plan, il est engagé, objectivement. Est-ce que sur les 3 à 4 lignes rouges que votre ministre nous a dit, à laquelle votre ministre nous a dit veiller, c'est-à-dire les enjeux sociaux, les enjeux de viabilité sur l'avenir de cette entité dans la filière recomposée du fret, et sur le report modal, est-ce que vous négociez encore quelque chose qui ne serait pas encore au carré sur les lignes rouges, en particulier que vous avez, que votre ministre a évoquées? Une conviction et une question, Madame la Ministre. Des convictions et une question. Première ministre, pardon. En fait, j'entends votre conviction. Je ne sais pas comment. Enfin, voilà, c'est votre choix. Je ne peux pas laisser dire qu'on a créé une société anonyme non viable. On a créé une société anonyme avec un bilan qui lui permettait d'avoir une viabilité. Et je note, et je l'ai dit, que pour la première fois depuis des décennies, cette entreprise a dégagé des résultats. Donc je pense que c'est le signe qu'en effet, la structure, elle est économiquement viable. Qu'il y ait par ailleurs une plainte sur des aides d'État liées en effet à ce que vous avez évoqué depuis 2007 et au déficit accumulé au sein de SNCF Mobilité par le fret SNCF, c'est autre chose. Mais la structure, elle est viable et son bilan a été conçu pour qu'elle le soit. Ensuite, vous vous étonnez de ne pas avoir de retour de la Commission. C'est simplement la procédure. Quand la Commission ouvre une enquête, elle mène son enquête et la réponse sur l'issue de cette enquête, ça n'est jamais en 4 mois. C'est une procédure qui va prendre 18 mois. Le ministre, qui a échangé en amont avec la Commission, a évoqué les lignes rouges et les points importants. Alors les points importants pour nous, sur l'absence d'impact au plan social, sur le fait d'éviter d'avoir un transfert modal au profit de la route, sur le fait de s'assurer qu'on avait une entreprise qui était viable. C'est sur cette base-là que le schéma a été conçu et qu'il faut le mettre en œuvre pour que, au moment de clôturer son enquête, la Commission constate qu'il y a eu en effet la discontinuité. Mais voilà, il n'y aura pas d'échange dans le cadre de ces procédures ouvertes par la Commission. Dans ce cas particulier, comme dans tous les autres, il n'y a plus d'échange entre les autorités du pays et la Commission européenne qui déroule son enquête en toute indépendance. Et c'est ce qui garantit aussi la sécurité juridique de la décision qui sera prise le moment venu par la Commission. Puisqu'il ne nous reste plus que quelques minutes, je vais donner la parole successivement aux 3 collègues en leur demandant d'être assez courts, si possible. Madame Sophie Blanc, Madame la députée des Pyrénées-Orientales, vous avez la parole. Je vous remercie, Monsieur le Président. Je serai très brève. J'ai deux petites questions, Monsieur le rapporteur, Madame la Première ministre. Le terminal ferroviaire urbain Chapelle Internationale à Paris a été inauguré par vous en présence de Madame Hidalgo en juin 2018. Et elle devait permettre aux trains de marchandises d'approvisionner Paris pour éviter le passage de 43 000 poids lourds chaque année. Coût total de cette opération, 80 millions d'euros. Et aujourd'hui, on constate qu'aucun train n'est arrivé. Donc, ne s'agit-il pas là d'un gaspillage public? Pourquoi avoir cette gare si aucun train ne l'utilise? Et est-ce que ce projet était chiffré à l'époque? Et deuxième question, 1 milliard d'euros a été consacré en 2021, tout cofinancement confondu, on va dire, spécifiquement pour le fret. Et dans le plan de relance du gouvernement pour le fret en octobre 2021, il y a le développement des autoroutes ferroviaires, dont l'axe Perpignan
Rungis. C'est un train qui est exploité, vous le savez, par Fret SNCF de manière saisonnière et qui circule 5 jours par semaine avec une capacité de 12 wagons. Et il a été suspendu pendant 2 ans. Le 25 mai dernier, le ministre Clément Beaune explique que la SNCF ne sera plus l'opérateur de ce train. Alors, n'y a-t-il pas un risque que cette ligne ferme définitivement et qu'elle sera réservée aux salariés qui sont basés à Perpignan et opérant sur ce que l'on appelle le train des primeurs? Je vous remercie. Donc on prend tout de suite la question de M. Nicolas Sansu, monsieur le député du Cher. Pardon. Merci, Monsieur le Président. Madame la Première ministre, d'abord, juste une précision. C'est quand même ubuesque que la Commission européenne lance une procédure sur une SAS qui, en fait, aurait touché 170 millions d'euros, alors que la procédure concerne un EPIC qui n'existe plus. Parce que c'est ça la réalité. En fait, ça concerne un EPIC, les 5 milliards 130 millions d'euros, qui n'existe plus. Donc il y a quand même quelque chose d'ubuesque. Mais ça, c'était juste une précision. Vous avez été ministre des Transports et de l'Écologie pendant 3 ans, 2017-2020. Donc vous aviez en charge ce dossier. Pourriez-vous nous transmettre tous les échanges et courriers sur ce dossier du fret avec la Commission européenne et les notes, évidemment, dans ce cadre-là? Deuxième question, j'ai bien compris que depuis 2022, vous n'aviez pas eu d'échange épistolaire avec la présidente de la Commission européenne sur ce sujet en tant que tel, mais je ne doute pas qu'il y ait eu quand même des liens entre votre cabinet et sans doute les cabinets de la présidente de la Commission européenne, comme il y a eu des liens entre votre cabinet, vous-même, et le ministère des Transports. Pourriez-vous, évidemment, dans le même cadre, nous faire parvenir tous les courriers et les notes afférents à ce dossier? Et enfin, M. Thomas Porte, monsieur le député de Seine-Saint-Denis, chers collègues. Merci, Monsieur le Président. Je rebondis d'abord pour prolonger la question de mon collègue Nicolas Sansu. Pour un dossier qui est pris soi-disant en charge au plus haut niveau de l'État, le fait qu'il n'y ait pas d'échange entre la Première ministre et la Commission européenne nous surprend. Donc on souhaite avoir toute trace d'échange qu'il y a pu avoir entre votre cabinet, entre les différents intervenants, pour qu'on puisse regarder ce qui s'est dit et voir comment l'État négocie et où en sommes-nous de cette procédure. Parce qu'il est quand même surprenant que la Première ministre de ce pays n'ait pas d'échange direct avec la Commission européenne sur un sujet aussi majeur que le fret, dans un moment aussi important pour la transition écologique. J'ai 2 autres questions. Dans le plan de discontinuité présenté par Clément Beaune, il est prévu que les cheminots qui assurent la maintenance passent dans une filiale de droit privé, ce qui n'est pas une demande de la Commission européenne. Donc pourquoi mettre cette proposition dans le plan de discontinuité alors que la Commission européenne ne demande pas cela? Et dernière question, on parle beaucoup du report modal inversé, sauf qu'on sait aujourd'hui que certains des 23 flux qui sont demandés, qui vont être cédés et qui appartiennent aujourd'hui à la SNCF sont déjà arrêtés. La SNCF a anticipé la cession de ces 23 trafics, donc il y a déjà des marchandises qui ne sont plus sur le rail et qui sont sur la route. Il n'y a aucune garantie à ce que demain ces 23 flux soient sur du transport ferroviaire. Que compte faire le gouvernement si demain, ces 23 flux ne repassent pas via des entreprises privées à minima sur le rail? Est-ce que le gouvernement va laisser ces 23 flux, s'il n'y a pas de repreneur, passer sur la route en regardant passer les camions? Juste peut-être Nicolas Rey, merci de votre patience, Madame la Première ministre. Une dernière question, notre collègue, très rapide. Oui, Monsieur le Président, je serai très rapide. Suite à la procédure engagée par la Commission européenne à l'encontre de Fret SNCF, nous sommes en train de chercher une solution et j'ai l'impression qu'il y a l'unanimité pour dire qu'on la met en œuvre un peu à contre-cœur parce qu'elle est l'application du dogme d'une libre concurrence absolue dans un secteur qui ne s'y prête pas forcément. Est-ce que ce n'est pas le signe d'une perte d'influence de la France aussi au niveau européen pour adapter ces règles de la concurrence sur un secteur aussi important que les transports? Madame la Première ministre, pour une dernière réponse. Alors, sur Chapelle International, on ne peut pas tout à la fois nous reprocher de ne pas en faire suffisamment pour le fret ferroviaire et nous reprocher d'avoir un investissement pour permettre à des trains d'arriver directement dans Paris à la place de camions. Je ne suis pas ministre des Transports, je ne suis pas capable de vous dire ce qui se passe sur le réseau de la gare du Nord qui empêche qu'il y ait du trafic, donc je ne suis pas en situation de vous répondre, mais
je demanderai à mon ministre de vous répondre sur le sujet. De la même façon, je ne suis pas en charge de l'appel à manifestation d'intérêt sur Perpignan-Rungis. Je peux vous dire qu'effectivement, je suis bien consciente de l'importance de ce train que j'ai eu à connaître dans des précédentes fonctions. J'imagine que le ministre des Transports souhaite aussi pouvoir poursuivre ce train des primeurs. Et je ne suis pas au courant de l'avancement de la procédure. Sur les deux remarques sur les courriers, je peux vous décrire le fonctionnement du gouvernement français et ses relations avec la Commission européenne. Il se trouve que je n'ai pas eu d'échange avec la présidente de la Commission. Donc c'est votre choix de ne pas... Pardon ? Je vous rappelle que je parle sous serment, là. Voilà. Donc je pense que je mesure que quand je vous dis que je n'ai pas d'écrit avec la présidente de la Commission, je n'ai pas d'écrit avec la présidente de la Commission. Sur l'adaptation des règles sur le fret ferroviaire, je pense qu'effectivement, personne ne peut se réjouir de la situation dans laquelle on se retrouve. Est-ce que pour autant, c'est le principe même d'une concurrence sur le fret ferroviaire qui est en cause? Je pense que ça mérite d'être approfondi. Il y a autour de nous des pays dans lesquels la part modale du fret ferroviaire est sans doute plus importante que chez nous. Et voilà, dans un cadre qui est le même pour tout le monde. Donc je pense qu'on peut aussi s'interroger sur l'efficacité de nos opérateurs et la façon de renforcer l'efficacité. C'est ce qu'on s'est efforcé de faire. En tout cas, c'est ce que j'ai pu m'employer à faire en tant que ministre. Et ensuite, ces règles de la concurrence, je pense qu'on est content de les trouver quand il s'agit, par exemple, d'engager une procédure contre Google ou quand la Commission européenne va se préoccuper des règles de concurrence avec des fabricants d'automobiles chinoises. Donc, c'est des règles qui nous permettent aussi de protéger nos entreprises vis-à-vis d'acteurs qui utilisent des méthodes que nous n'utilisons pas. Donc, je pense que c'est peut-être franchir un peu vite une étape de considérer que c'est le principe même des règles de concurrence qui sont en cause. Je pense que la trajectoire sur laquelle Fret SNCF s'est engagée depuis la réforme ferroviaire nous montre que c'est possible d'assurer une exploitation équilibrée, que c'est possible de regagner de l'activité. Et voilà, je pense que ce qu'on peut tous souhaiter, c'est que cette dynamique se poursuive et que le fret ferroviaire en général se redéveloppe conformément à l'objectif de doublement de la part modale que j'ai évoqué. Merci Madame la Première ministre pour cette audition et d'avoir débordé un petit peu sur le temps qui était prévu pour celle-ci. Merci beaucoup.